merci à tous les trois, Djalil, Caroline et Sébastien, de vous joindre à nous pour témoigner de votre expérience et de nous expliquer un peu comment ça s'est passé de créer votre entreprise pendant vos études. Donc, je vous laisse la parole. On va commencer avec Djalil. Si tu peux présenter ça en 10 minutes. Après, il y aura 5 minutes de questions pour les étudiants. Et après, 10 minutes Caroline, 5 minutes de questions, 10 minutes Sébastien, 5 minutes de questions. Puis après, on aura du temps pour discuter tous ensemble. Donc voilà, je te laisse la parole, Djalil. Je te laisse partager ton écran. Ok. Et encore merci de partager vos témoignages à la cohorte du stage entrepreneurial 2020. C'est notre première cohorte, donc merci beaucoup. Super. Ben, je vais commencer alors. Vous m'entendez tous? C'est correct, je pense? C'est parfait. Ok. Très bien. Moi, je m'appelle Jalil, comme Oriane l'a dit, puis je suis fondateur des Plus Presto, une start-up spécialisée dans la livraison des épiceries locales. Donc, je vais commencer par vous raconter un peu d'où est-ce que l'idée nous est venue. Donc, d'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un problème du côté des épiciers locaux. Ils n'avaient pas nécessairement de visibilité web, ils n'avaient pas de service de livraison rapide, puis ils n'avaient pas nécessairement des informations par rapport à tout ce qui est comme KPI, indicateurs de performance sur leur magasin. Donc, voilà, on a pris d'abord ce problème d'un côté, puis ensuite, on a regardé qu'est-ce que les clients, quel était le problème des clients des épiciers. On s'est rendu compte que les clients des épiciers, eux, disons que moi, je suis un client d'une boucherie particulière, j'ai pas nécessairement accès aux produits de cette boucherie en tout temps. Donc, ça fait que comme l'accessibilité aux produits est relativement compliquée pour eux, puis ils veulent avoir aussi une sorte de gain de temps. Puis il y en a certains qui ont envie de découvrir des produits rares, des produits locaux, des produits du terroir. Donc, en mélangeant ces deux problématiques, on est arrivé à Epipresto, qui est une plateforme de livraison spécialisée dans l'épicerie locale, qui a la vocation de mettre en avant les épiciers locaux. Puis à terme, on a envie de réduire l'impact écologique de notre compagnie, en peut-être optimisant les parcours des coursiers, puis en mettant en place des systèmes de pointage pour vraiment comme diriger le client vers des achats plus éco-responsables. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais pour le moment, on fait juste la livraison, mais dans le futur, c'est vraiment la vision qu'on a. Donc, présentement, on a 8 partenaires. On vient d'en rajouter un 9e aujourd'hui, une boucherie halal. Et on en aura 5 qui viendront d'ici la fin du mois, si tout va bien. On tourne à peu près à 4 à 8 commandes par jour. Puis, pour le moment, ça va avec le Covid. Avec le Covid, l'activité a légèrement monté. Puis, ça nous a rajouté certains défis auxquels on n'était pas encore préparés. Puis, je pense qu'on va en discuter tout à l'heure, là, dans le panel. Puis, c'est pas mal ça pour Epipresto. C'est pas mal ça pour Epipresto. C'est super, merci Djalil. Est-ce que tu veux en profiter, parce que tu as quand même un peu de temps, est-ce que tu veux en profiter pour parler justement des défis que tu as rencontrés liés au Covid? C'est ça, par rapport au Covid, ce qui se passe, c'est qu'initialement, nous, on avait un coursier. On avait un coursier qui devrait traiter en moyenne une jusqu'à 4 commandes par jour. Avec le Covid, notre nombre de commandes a drastiquement doublé. Ça fait que comme il y avait des défis par rapport au recrutement. Comment on s'assure pour recruter des personnes de qualité? Puis jusqu'à présent, c'est toujours des problèmes qu'on a. On a des problèmes de capacité parce que comme on n'a pas assez de coursiers pour pouvoir gérer tout le flot de commandes qu'on a. Donc, encore maintenant, on a été obligé de réduire le nombre de commandes maximales qu'on puisse accepter pour pouvoir continuer à offrir un service de qualité. Il y a ça. Ensuite, du côté du télétravail, nous, on a eu la chance dès le début de la compagnie, on a toujours travaillé en télétravail, en fait. Vu que comme on était tous occupés dans nos boulots respectifs au début, on avait déjà cette manière de travailler qui a fait qu'avec le Covid, on n'a pas nécessairement changé notre processus. On travaille avec Slack. Slack, c'est vraiment notre meilleur ami. Tout se passe sur Slack, Google Drive. On fait même pas de meeting physique, puis tout roule bien pour le moment là. Donc je pense que comme le fait qu'on est parti déjà avec comme cette méthodologie de travail, ça nous a permis de pas nécessairement ressentir les effets du Covid. Ensuite, par rapport à l'augmentation de commandes dues au Covid, ce qui se passe, c'est que les semaines deviennent beaucoup plus longues.
C'est énormément compliqué à gérer quand tu as comme 4, 5, 6, 7 clients qui reçoivent leurs commandes. Puis parfois, il y a des produits qui manquent. Donc, le service clientèle a commencé à embarquer aussi. Donc, ça fait que comme il y a une certaine gestion du temps qu'on n'avait pas initialement, qu'on a été obligé de développer en parallèle. Puis, avec la hausse d'activité aussi, il faut retrouver plus de commerce. Donc, comment tu arrives à contacter les partenaires? Ça aussi, c'est un nouveau challenge parce que comme initialement, la manière dont nous on démarchait les épiciers, on allait rencontrer directement les proprios. Donc, tu allais dans le magasin puis tu te présentais. Maintenant, c'est plus possible d'aller dans le magasin et te présenter. Donc, il faut nécessairement trouver des alternatives de contact. Sûr qu'on passe des appels, on passe des courriels, mais c'est jamais aussi efficace que le contact physique. Exactement. Super. Bah, merci, Jalil. Est-ce qu'il y a des questions pour Jalil là tout de suite avant qu'on passe sur son projet, par exemple? Moi, j'en ai peut-être une petite. Est-ce que le COVID, est-ce que ça a augmenté les délais de livraison? Est-ce que ça a demandé d'ajuster des pratiques au niveau laver les mains, porter un masque? Donc, peut-être que ça vient affecter même votre rentabilité par livraison. Par rapport au Covid, d'abord, ce qu'on a fait, le premier mois, on a enlevé tous nos frais de livraison pour pouvoir permettre à tout le monde de se procurer des produits. Puis ensuite, on a mis en place des processus pour que les coursiers, ils ont des gants, ils ont des masques, ils ont du purel, donc ça fait qu'ils sont obligés ils se protègent là, bien évidemment. Puis on a mis en place aussi la livraison sans contact pour comme protéger nos coursiers, mais aussi protéger le public parce que c'est important. Si les coursiers tombent malades, tout le monde est mécontent, quoi. Les délais, on les a rallongés parce qu'initialement, on devrait livrer, on livre dans l'heure, mais présentement, on livre dans les 2 heures. On a élargi nos plages de livraison pour pouvoir assurer le flot de commandes. Ok, super, merci. Alors, on va passer à Caroline. Fait que j'essaie de préparer une petite présentation, un peu en me mettant à la place de moi-même il y a 1 an, parce que dans le fond, j'ai fait le même stage que vous allez faire l'été passé. Donc, j'essaie de me mettre à votre place puis de voir du côté humain qu'est-ce que je pouvais vous transmettre si j'aurais aimé ça, avoir la même présentation il y a 1 an. Fait que c'est ça, je vais vous parler tout d'abord un peu côté humain, c'est quoi mon parcours d'entrepreneur. Parce que dans le fond, comme Oriane a dit, je suis finissante en génie biomédical, mais être entrepreneur, c'est un rêve que j'avais depuis très longtemps. Dans le fond, dès le secondaire, pour ceux qui ont fait leur secondaire au Québec, j'étais dans les jeunes entreprises du Québec. Puis ça m'a donné la piqûre. Puis déjà là, j'ai commencé, dans le fond, à prendre un été directement après le secondaire 5 pour faire une formation d'entrepreneur. Donc, déjà là, j'étais vraiment intéressée. Donc, j'ai vraiment pris le temps de faire cette formation-là, même à la place d'aller travailler sur le marché du travail pendant tout l'été. Puis, au début, dans le fond, la courbe d'apprentissage, on doit apprendre beaucoup de bagages avant que ça puisse décoller, mais je pense que c'est un moment qui est vraiment important de prendre pour soi, pour le développement personnel du mindset entrepreneur. Puis, c'est pour ça aussi que j'ai continué par la suite avec le parcours Rémi Marcoux. Ça, c'était au HEC. J'ai commencé ça en novembre 2018. Puis, ça m'a permis de fonder, dans le fond, Santé Sensée, qui était justement mon premier rêve de fonder une entreprise qui pouvait, en biomédical, aider les gens le plus possible. Ensuite, c'est ça, il y a à peu près 1 an exactement, on a fondé un premier projet qui était Alléo VR. Puis, dans le fond, Alléo VR, c'est le projet concret qui est dans ma société mère, un peu comme on pourrait dire Santé Sensée. Donc, Alléo, c'est le projet sur lequel on travaille en ce moment. Puis, je vais pouvoir vous en parler un peu plus par la suite. Puis ça m'a permis, dans le fond, de pouvoir remporter après ça, à la fin de l'été, la bourse de la Fondation Arbour pour le stage entrepreneurial. Puis ça a été aussi, vous allez voir, là, à chaque fois qu'on passe une étape, soit une bourse, soit, dans le fond, des récompenses ou des points clés que les gens nous encouragent à continuer là-dedans. C'est vraiment ce qui est motivant dans un parcours d'entrepreneur, dans le fond. Puis qui nous a mené même jusqu'à maintenant. Hier matin, on a eu la grande nouvelle comme qu'on avait gagné la bourse Pierre Péladeau de 35 000 $ pour notre projet d'Aléo. Donc, c'était pour vous montrer un peu la vision globale de mon parcours, comme quoi l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement comme quand on va travailler dans une carrière, dans un bureau normal avec une échelle qui va graduellement. Ça prend des fois des tangentes un peu plus exponentielles. Donc, je trouve que c'est ça aussi qui fait partie de l'adrénaline, dans le fond, d'être entrepreneur.
Fait qu'on espère que ça va continuer comme ça. Pour vous parler un peu de mon projet, dans le fond, Alio VR, comme je vous ai dit, je voulais aider les gens dans la société du côté de leur mieux-être. Puis l'idée qui m'est venue, c'est de commencer par une situation que j'avais vécue dans ma famille. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai réalisé que ma sœur, qui est dyslexique puis TDA, ça avait été un défi pour elle, l'éducation. Puis il y a encore beaucoup de problèmes de ce côté-là. Donc, on a décidé de partir ensemble, justement, à l'UVR, qui va permettre d'apporter une approche plus technologique, dans le fond, à ces jeunes-là pour pouvoir les aider. Donc, c'est sur ça qu'on travaille en ce moment. Donc, c'est comme des jeux en réalité virtuelle qu'on crée pour motiver les jeunes à rester connectés puis à apprendre de façon plus ludique. Fait que pour continuer, j'ai essayé de vous mettre aussi des points clés que je pense qui ont fait toute la différence dans l'avancement du projet. Donc, un peu les points clés que j'ai retenus depuis mes 1 an et demi que je suis entrepreneur active. Donc, dans le fond, tout d'abord, je vous ai mis, c'est important d'essayer de faire une entreprise qui est proche de vos valeurs parce que dans le fond, on travaille tellement de temps là-dessus, on met tellement notre cœur qu'il faut s'assurer, dans le fond, que ça vient un peu instinctivement. Il faut vraiment y aller avec notre instinct, notre feeling, puis c'est vraiment important, dans le fond, que vous puissiez avoir une entreprise qui est proche de vos propres valeurs personnelles. Ensuite, deuxième leçon, je me suis dit aussi, au début, Santé Sensée, je l'ai fondée tout seul. Oui, Ariane? 1 minute, OK. Parfait. Donc, c'est ça, Santé Sensée, comme j'ai dit, je l'avais fondée seule. Puis ensuite, à l'OVR, on l'a parti en équipe. Puis je pense que ça, c'est un autre truc que vous devez essayer de retenir, c'est d'essayer de vous entourer des gens qui vont être complémentaires à vous. Puis je sais qu'à Polytechnique, on est habitué de travailler souvent avec nos collègues ingénieurs et tout ça. Mais en entrepreneuriat, si vous êtes capable d'aller sortir de Poly, chercher des gens en business, chercher des gens en marketing ou dans mon cas, dans le fond, en réalité virtuelle, en communication, ça peut être vraiment un gros boost, un beau tremplin pour votre entreprise. Fait que ça, je vous encourage grandement à le faire. Puis ensuite, si je peux continuer avec, mettons, un autre point clé, c'est vraiment essayer de cogner aux portes le plus possible parce que on se rend compte au début que, on pense qu'on est tout seul un peu dans l'aventure, qu'on se lance dans l'océan comme entrepreneur. Mais dans le fond, il y a vraiment beaucoup de gens autour de nous qui peuvent nous aider. C'est vraiment en cognant aux portes qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui veulent embarquer quand on montre qu'on est motivé puis engagé. C'était juste une petite dernière slide de motivation. Dans le fond, je me suis dit qu'est-ce que je peux vous transmettre comme motivation. Puis directement, j'ai pensé à quelques photos que je garde même sur mon bureau d'ordinateur. Puis c'est un truc que vous pouvez faire, d'essayer de visualiser c'est quoi les moments que vous voudriez vivre. Puis ça, c'est un peu des moments que j'ai vécu la dernière année d'entrepreneur qui me font penser, dans le fond, que ce qui est important avec l'entrepreneuriat, c'est de penser loin, de voir loin, parce que tout est possible. Donc, c'est ça. C'est juste pour vous montrer, par exemple, j'essaie de penser à faire mon entreprise pour que mes cofondateurs aussi, qui ont vécu des superbes expériences à l'international avec moi, peuvent en profiter. J'ai eu la chance d'avoir des tête-à-tête directement avec un grand entrepreneur québécois, Rien Marcoux. Puis, même chose, là, on a fini par aller souper directement en sushi tête-à-tête avec le président de HEC Vive qui fait les cases de réalité virtuelle. Après quelques mois, ça, c'est des choses que je ne m'attendais vraiment pas à vivre. C'est pour moi des moments qu'il faut garder dans notre mémoire puis essayer de visualiser puis se motiver pour aller loin. Super, merci Caroline. Super. Est-ce que Sébastien, tu peux partager ton écran? Donc, moi, je suis fondateur en fait de Smart Bills. Chez Smart Bills, on essaie de révolutionner la facture papier. Donc, on essaie de créer vraiment la nouvelle facture digitale. Non une facture par email, non une facture papier, vraiment une plateforme qui est dédiée à la facture puis aux données qu'elle contient en fait. Donc, on veut vraiment éliminer la facture papier. En ce moment, je suis le seul fondateur, mais j'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi. Je suis un finissant à la Polytechnique en génie logiciel, comme Oriane l'a dit plus tôt. J'ai fondé Smart Bills en 2e année. Puis moi aussi, j'ai participé au parcours Rémi Marcoux, mais je pense que c'était 1 an plus tôt que Caro. Puis j'ai eu une expérience différente, puis peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Puis justement, je me suis incorporé à la fin 2019, donc tout récemment.
J'ai aussi eu l'opportunité de travailler avec une équipe de 4 personnes grâce au projet intégrateur de Polytechnique. Petit tips, si jamais vous avez besoin de tech, puis vous voulez faire avancer votre projet à la Poly, justement, le projet 4, c'est un outil exceptionnel parce que tu es capable d'avoir des étudiants qui vont travailler dessus puis qui vont permettre d'avancer le logiciel. C'est ce que j'ai fait cette session, puis ça a super bien été. Donc, c'est un petit truc on the side que je vous... Donc, ça, c'est notre site web en ce moment. Donc, on veut vraiment devenir le futur de la facture digitale. En ce moment, on développe l'application mobile. Elle est presque terminée, mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment, on a de l'analytique sur comment est-ce qu'on dépense notre argent. Parce qu'un des problèmes qu'on a identifié, c'est que les gens dépensent, mais ils ne savent pas dans quoi. La facture, c'est le seul outil financier qui nous permet de comprendre où est-ce que notre argent va. Même nos banques, quand on va sur les sites bancaires, ça dit oh, on a dépensé 15 $ dans un restaurant. On n'a pas le détail, puis on ne sait pas dans quoi on a dépensé. Donc, nous, on a réalisé que la facture, c'est vraiment la représentation de nos habitudes de consommation. Puis, on a vraiment dédié notre plateforme à comment est-ce qu'on peut exploiter ces données-là pour que le consommateur puisse mieux comprendre ses dépenses, mais aussi profiter des données de la facture comme les produits, explorer les produits, voir c'est quoi les produits tendances dans le marché, explorer une entreprise, partager aussi des factures. Tu sais, on sait que en entreprise, garder les factures, il faut souvent faire des rapports de dépenses. Si on va au resto avec des amis puis qu'on paie, bien, des fois, il faut qu'ils nous remboursent puis on ne sait pas combien ils nous doivent. Puis c'est un peu le bordel de garder trace de ces factures. Donc, on s'est vraiment focusé sur ces éléments-là qui, en ce moment, ne sont pas possibles. On développe aussi une plateforme d'analytique pour entreprises. Donc, ça revient un peu à ce que Jalil a dit. Les entreprises ou les petits commerçants, ils n'ont pas nécessairement de KPI. Ils n'ont pas de plateforme qui leur permette de mieux comprendre leurs consommateurs, mieux comprendre leurs achats. Puis nous, avec le lien qu'on crée entre la facture, le consommateur et le commerçant, bien, on est capable de faire ce lien-là. Puis ensuite de dire à l'entreprise, « Hey, tes consommateurs, ils viennent de tel endroit, ils achètent ça, ils viennent 3 fois par semaine, etc. » C'est vraiment de l'analytique super précise, super utile, que les gros joueurs de l'industrie ont, des McDonald's, des Walmart de ce monde, mais que les petits commerçants n'ont pas accès. Donc, c'est pas mal ça qu'on fait. On veut vraiment utiliser les données de la facture de la meilleure façon possible pour autant les commerçants que les entreprises, que les consommateurs. Nous, on a une situation un peu où on a le problème de l'œuf et la poule. Donc, on a besoin de commerçants pour avoir des factures, puis on a besoin d'utilisateurs pour avoir des données. On a vraiment eu une problématique par rapport à ça. Il fallait trouver une façon d'onboarder des compagnies, d'aller les chercher, de leur offrir un produit qui était assez intéressant pour qu'ils soient intéressés par envoyer leurs factures. Puis c'est pour ça qu'on a mis un peu plus le focus sur la plateforme d'analytique dans les derniers mois. On lance prochainement. Aujourd'hui, c'était supposé être le lancement officiel. Là. Il y a un petit peu de retard, mais la semaine prochaine, on va commencer à tester notre plateforme d'analytique avec probablement des amis de HEC qui ont leur propre entreprise, puis qui va bien. Donc, ça va être notre focus pour la semaine prochaine. Puis après ça, une fois qu'on va avoir une masse assez intéressante de commerçants qui utilisent cette plateforme d'analytique-là, bien, on va lancer notre produit d'éliminer la facture papier, là, vraiment l'application mobile qui vous permet de recevoir automatiquement toutes vos factures à un seul et même endroit. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Je ne sais pas si Oriane a quelque chose à rajouter ou si vous avez des questions par rapport à ça. Non, mais là, je pense qu'on peut ouvrir la session de questions. Oui. Bonjour, Sébastien. Oui. Ouais, j'ai 2 questions pour toi. Premièrement, comment tu fais pour joindre les 2 bouts, être entrepreneur et en même temps être aux études? Quand on sait qu'à Polytechnique, ça va, c'est très intense. Je te dirais que ce qui m'a aidé un peu à travers ça, c'est de mettre un effort constant, peu importe c'est quoi ton effort. Tu sais, de mettre 1 heure par 2 jours ou 1 heure par semaine. Tu sais, mettre de l'effort de temps en temps quand tu peux, puis d'avoir ce rythme-là au fur et à mesure, je trouve que c'est assez important. Je te dirais que oui, il y a des périodes où je n'ai pas été capable de mettre du temps.
Il y a des sessions, là, je pense surtout au début, là, ben, ouais, surtout au début où on dirait que je fermais les yeux, j'avais pas travaillé sur mon entreprise, puis la session était déjà terminée. L'important pour moi, c'est d'être régulier, de mettre quelques heures à chaque semaine. Puis, veux pas, à force de mettre des petits bouts de temps, ben finalement, tu as mis beaucoup de temps sur ton entreprise, puis tu as été capable d'avancer. OK. Et d'où est venue l'idée? Tu as fait un sondage, tu es allé sur le terrain ou bien tu as juste pensé? En fait, c'est une problématique que je vis, dans le sens que, tu sais, des fois, j'ai des factures où mes parents ils doivent me rembourser de quoi. Puis, ça me gossait de ne pas être capable de l'avoir sur mon téléphone puis de le renvoyer. Ça me gossait de devoir la faire imprimer, de la garder, puis après ça, d'aller les voir puis leur donner. Puis, c'est juste une problématique que j'ai réalisée au fil du temps. Peu importe où on allait, à la police, sur l'heure du midi, là, vous regarderez, les poubelles sont pleines de factures. Puis là, ça m'a réellement frappé. Puis j'ai fait, hey, il y a peut-être quelque chose là. Puis quand j'ai eu l'idée après ça, c'est de la valider puis de voir, OK, est-ce que c'est un problème que j'ai seulement ou qu'il y a d'autres personnes qui l'ont? Puis là, après ça, je suis allé voir des personnes, j'ai commencé à poser des questions. Puis j'ai eu un peu une confirmation par rapport à cette problématique-là, qu'elle existait puis qu'il devait avoir une solution. Fallait qu'on crée une solution, là, en fait. Super, merci. Ça fait plaisir. Moi, je me demandais, comment vous avez fait pour avoir les acquis pour l'entrepreneuriat? Pourquoi vous n'êtes pas allé, par exemple, à une maîtrise ou un MBA comment vous avez décidé de vous lancer tout de suite et de ne pas attendre? Ben, moi, je trouve que c'est une réflexion en plus que j'ai récemment parce qu'en finissant, tu te dis, ben, est-ce qu'on doit continuer aux études ou quoi? Puis, exemple, comme tu as dit, le MBA, c'est quelque chose que je pensais aussi depuis longtemps. Mais j'ai réalisé que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui travaille sur le terrain. C'est pas quelque chose que tu vas apprendre dans les manuels ou en restant, en faisant juste des cours à Poly ou quoi que ce soit. Il faut vraiment aller sur le terrain, essayer des choses. Puis, c'est comme j'avais marqué un peu, c'est l'entrepreneur fait l'entreprise, mais en retour, ton entreprise aussi te forme. Puis je pense que c'est ce cycle-là qu'il faut vraiment commencer le plus tôt possible. Parce que c'est sûr que les premières entreprises vont pas être parfaites. Ça va peut-être... La force d'entrepreneurs font peut-être 3, 4, 5 entreprises qui coulent avant qu'il y en ait une qui fonctionne. Puis c'est normal, ça fait partie du processus. Il faut juste l'enclencher. Fait que ça peut être une bonne réponse de continuer la maîtrise de l'MBA. Mais si vous voulez vraiment faire ça de votre vie, je vous dis go for it. Il faut commencer le plus tôt possible. Oui, puis peut-être pour compléter aussi, tu sais, je veux dire, on a quand même peut-être des formations, si on peut dire, ben, en fait, certains d'entre nous, tu sais, en étant dans l'écosystème, en faisant des accélérateurs, en faisant des parcours comme vous faites en ce moment, vous acquérez des connaissances. Puis ça, c'est super important parce que justement, en parlant avec nous, tu sais, vous pouvez un peu mieux comprendre comment nous, on l'a vécu, puis ça vous donne de l'expérience. Donc, de parler avec des gens puis de faire des parcours, c'est super bon aussi pour avoir cette formation-là. Puis moi, je me suis lancé assez tôt parce que j'ai vu que la problématique, c'était une opportunité dans le sens où, une très grande opportunité dans le sens où il n'y a personne en ce moment qui le fait réellement. Puis c'est un peu du first to market qui va réussir à avoir l'ensemble des factures. Je veux dire, ma facture, mon outil est seulement utile si peu importe où tu vas, ben, tu reçois ta facture sur cette plateforme-là. Donc, dans cette optique-là, moi, je me suis dit, si j'attends, ben, à un moment donné, quelqu'un va le faire, puis je vais avoir manqué ma chance. Fait que c'est aussi, comme Caro le disait, de juste se lancer à un moment donné, puis dire, bon, ben, on va y aller. Merci. Caroline, j'ai une question pour toi. Oui. Oui, je voudrais savoir, tu as dit tantôt cogner aux portes. À quelle porte tu faisais allusion? Quand même beaucoup. Je te dirais, maintenant, l'exemple qui me frappe le plus, ça a été l'année passée. J'avais vu, dans le sens, si vous connaissez, tous ceux qui sont en biomédical, l'Institut Transmedtech. J'avais vu beaucoup de nouvelles par rapport à ça, passer dans le Poly, dans les journaux. Puis, c'est à tout hasard que, justement, j'avais un cours avec le professeur Aubin, qui est le président, dans le fond, le fondateur de l'Institut Transmedtech. Puis, il s'était présenté en présentant l'Institut, puis comme quoi il était intéressé à aider les entrepreneurs, mais il disait du côté plus, justement, des études supérieures.
Puis moi, je trouvais ça vraiment intéressant ce qu'il proposait et tout ça. Puis comme, c'est ça, des fois, on se dit que c'est impossible, mais il faut juste se lancer. Fait que je suis allée directement juste parler avec lui durant la pause. Puis ça m'a ouvert tellement de portes parce qu'après ça, j'ai été accueillie par l'Institut Transmedtech comme vous durant l'été. Puis j'ai eu beaucoup de contacts là-bas. Puis encore une fois, c'est encore de grands mentors pour moi. Fait que c'est un exemple, là, dans le fond, des choses qui me sont arrivées. Mais c'est juste pour vous dire, souvent, on se bloque puis on se dit ça peut pas arriver, c'est impossible. Mais en entrepreneuriat, cette année, je tombe par terre à voir que quand on essaie, il y a des choses merveilleuses qui peuvent se passer. Fait que c'est plus dans ce sens-là que je voulais dire. Il faut juste essayer de cogner aux portes, parler aux gens. Puis avec le temps, les choses se font tout seul un peu. Puis par rapport à ça que je voulais rajouter, comme il faut vraiment essayer. En fait, il faut juste, quand tu as envie de faire quelque chose, juste va demander la chose à la personne. Par exemple, nous, on devait trouver un certain nombre d'épiciers. Alors, on avait 0 épicier sur la plateforme, mais comment tu vas convaincre un commerçant qui connaît de nulle part de mettre son commerce sur son magasin, de mettre sa réputation en jeu sur son magasin? Mais tout ce que tu fais, tu te lèves et tu lui demandes tout simplement. Tu vas demander à 10, 15, 20 personnes, puis il y en aura une qui va te dire oui. L'objectif, c'est juste d'essayer, puis parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça de ma grand-mère que je retiens tout le temps. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on vous dise non. Ouais, c'est ça, exactement. Puis il n'y a vraiment pas de conséquences à avoir un non de toute façon. Exactement. Puis, cogner aux portes, c'est aussi créer ses propres opportunités. Tu sais, moi, j'ai un exemple. À chaque année, je vais à C2. En fait, j'essaie d'y aller parce que je trouve que dans mon domaine, il y a beaucoup de personnes clés qui s'y retrouvent. Donc, tu sais, je fais plein de concours. J'essaie de travailler pour aller chercher un billet pour y aller. Puis quand je suis là-bas, je voulais rencontrer le président d'une entreprise. Comme par hasard, j'ai décidé d'essayer de sneak in dans une loge de la Caisse de dépôt parce que je travaillais là, puis je connaissais peut-être du monde. Puis finalement, j'ai commencé à parler avec les gens là-bas, puis il y avait un meet and greet le lendemain avec ce président-là. Puis ils m'ont invité, tu sais, de créer ses propres opportunités. Comme il l'a dit, le pire qu'on peut vous dire, c'est non. Puis si vous ne le faites pas, bien, vous n'allez jamais être capable d'obtenir ce que vous voulez puis ce que vous avez besoin. Fait que c'est vraiment important de créer ses propres opportunités puis de cogner à toutes les portes possibles. By the way, c'est quoi C2? C'est un événement d'entrepreneurs, d'innovateurs qui est à Montréal à chaque année. Donc, c'est souvent... il y a beaucoup de compagnies qui s'y retrouvent puis beaucoup de hauts gradés parce que c'est comme d'innovation. Puis... c'est super intéressant. Je vous conseille si vous êtes capable de dénicher un billet. Le billet seul, il est 3 000. Fait que, oubliez, moi, je suis jamais payé, mais il y a beaucoup de concours qui vous offrent des billets pour y aller. Oui, effectivement, là, je peux en rajouter un petit peu. C'est une conférence qui a vraiment cherché à distinguer Montréal au niveau de la créativité et de l'innovation. Donc, c'est tous les secteurs, puis il y a des grandes personnalités. Il y a eu Richard Branson, certaines années, j'oublie les noms des dernières qu'il y avait l'année passée, mais c'est assez glamour, mais on parle beaucoup d'innovation, puis comme Sébastien le dit, c'est un bon endroit pour faire des contacts. Et son scheme, là, son pattern pour avoir des billets, c'est parfait, c'est ça qu'il faut faire. Bootstrap. J'aurais une petite question pour Sébastien. Ouais. Dans le fond, tu as parlé du projet 4 à Polytechnique. Est-ce que c'était toi qui as fait ton projet 4 par rapport à la compagnie ou tu as recruté une équipe pour qu'ils fassent leur projet 4 dans ton projet? Comment ça fonctionne à Poly en logiciel, en tout cas, c'est qu'à chaque année, c'est des entreprises qui proposent des projets. Moi, ça allait tomber en même temps que justement, je faisais mon projet 4, donc j'ai proposé de faire mon projet et j'ai proposé mon projet aux étudiants. Puis les étudiants, ils choisissent le projet. Donc, j'ai comme été chanceux par rapport à ça. J'ai comme choisi de faire mon propre projet. Puis, il faut juste que tu aies un projet qui soit assez détaillé. Normalement, il faut que tu aies parlé au directeur de niveau. Puis, tu y expliques en détail c'est quoi le projet. Là, il va y avoir une couple de documents à remplir comme une planification hebdomadaire. Mais oui, moi, j'ai décidé de le faire par moi-même. C'est pas comme moi qui est arrivé et qui a dit hey, « je voudrais faire mon projet », c'est juste le format qui permet ça, en fait. OK. Donc, il serait possible, par exemple, moi, je ne suis pas en logiciel, mais disons,
dans quelques années, j'ai ma compagnie, puis j'aurais besoin de monde dans le logiciel. Il y aurait des possibilités d'aller comme postuler mon projet. OK, Ouais. OK, merci. Moi, j'ai une question. Ah, vas-y, Daph. Ah, vas-y. OK. Ben, ça va pas être long. Là, j'avais juste une question. Comme tu as dit que tu n'avais pas beaucoup de temps à mettre certaines sessions et que c'est important pour toi d'être first on the market, tu n'as pas eu peur à un moment donné que justement quelqu'un t'ait pas assez de temps à mettre puis quelqu'un te devance dans ton idée? Ouais. Ben, c'est sûr que c'est une peur, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est qu'il faut que faut que tu identifies vraiment qu'est-ce qui te démarque des autres. Dans mon domaine, en tech, puis sûrement en biomed, c'est la même chose. C'est souvent des grosses entreprises qui se font mettre des millions d'investissements. Puis ça peut être imposant, mais il faut que tu trouves c'est quoi qui te différencie puis que tu focuses là-dessus. Pendant les 2 ans, je te dirais, quand j'ai commencé, il y avait littéralement 0 entreprise que j'avais fait de la recherche, puis il n'y en avait pas qui le faisaient. Puis là, maintenant, c'est rendu beaucoup plus compétitif, puis il y a des 50 millions qui ont été investis, des 7 millions. Mais je fais ça d'une façon tellement différente que je focus là-dessus, puis je garde cette stage-là comme avantage, disons. C'est sûr que tu vas toujours avoir des compétiteurs, puis il faut que tu restes focusé sur qu'est-ce qui te différencie, puis comment est-ce que toi, tu peux mieux faire que les autres. Je pense que donner un petit truc aussi pour mixer, dans le fond, études, surtout à Poly, puis entrepreneuriat. Dans le fond, cette session aussi, j'ai pris un cours en tant que cours option. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est un cours qui vous donne 6 crédits puis qui vous permet de travailler à temps plein sur votre projet. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si tu bâtis ton entreprise, mais en plus, tu as 6 crédits de Polytechnique qui viennent avec. C'est comme un bonus. Puis c'est ça, c'est le cours de montage d'entrepreneuriat technologique. Puis dans le fond, c'est ça se donne l'hiver. Donc, moi, je vous encourage vraiment à le faire. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé cette session à mixer les deux, là, si je peux vous donner ce conseil-là. Je pense qu'il vous demande de juste d'avoir fait, exemple, à l'automne, le cours d'entrepreneur, le cours 1 d'entrepreneuriat. Il y a un cours 1 d'entrepreneuriat, je pense. Après ça, on peut faire le cours à l'hiver. Donc, ça, c'est un autre... c'est ça, comme Sébastien a fait, il faut trouver les moyens de bien mixer les deux. Est-ce que ça, justement, c'est dans l'orientation d'entrepreneuriat technologique ou est-ce que c'est vraiment un cours individuel qu'il faut choisir? Ça, je pense que c'est un cours individuel parce que, comme je disais, il y a le premier cours qui est dans l'option entrepreneuriat qui est donné par Paul Chenouda, dans le fond, qui est, comme je dis, le cours comme entrepreneuriat 1. Puis ça, c'est bon si vous n'avez pas une idée précise aussi. Les gens font souvent ce cours-là. Mais si vous avez un projet sur lequel vous voulez travailler, comme j'ai vraiment travaillé à temps plein, puis sur mon entreprise, c'est vraiment le cours montage d'entrepreneuriat technologique qui vous permet de mettre en action là, cette fois-ci. Ce qu'on apprend, c'est tout le temps mis sur notre entreprise, c'est tout le temps, dans le fond, de la formation continue. Moi, j'ai une question. Comment est-ce que vous avez réussi à financer vos projets pendant vos études? Moi, par rapport à nous, moi, quand j'avais commencé la compagnie, j'étais aux études. Ce qui se passe, c'est que comme j'ai dû commencer à travailler quand j'ai gradué, parce que mes parents voulaient que je travaille tout simplement. Parce que comme j'avais fait un bac de 4 ans, puis à la fin de la journée, c'est difficile de se lever puis de dire je laisse tomber tout puis je me lance en entrepreneuriat. Surtout que moi je viens de l'extérieur, donc mes frais de scolarité sont majorés. Donc moi j'ai commencé à travailler puis notre business il est entièrement bootstrappé. On n'a aucun investissement extérieur, ce qui fait que c'est assez compliqué, ça met beaucoup de pression sur nous. C'est pas mal ça de notre bord. Ben oui, je dirais que c'est un des défis qui vient avec l'entrepreneuriat. Comme je vous ai expliqué, ça fait quand même quelques étés que j'ai choisi de ne pas prendre un emploi régulier pour pouvoir me concentrer sur soit ma formation, soit créer ma propre entreprise. Donc oui, ça laisse son lot de défis, mais comme je vous ai dit, par exemple, le stage de l'été passé, ben là, j'ai eu la chance, l'opportunité d'avoir la bourse qui m'a comme payé comme si j'étais employée durant l'été. Donc, essayez aussi d'appliquer à ces parcours-là parce que ça vous donne un côté monétaire à tout ça. L'autre chose, c'est qu'on essaie aussi d'utiliser toutes nos ressources. Comme je l'ai dit, essaie d'aller chercher des gens à HEC, à l'UQAM ou quoi que ce soit. Puis, moi, par exemple, c'est du matériel qu'on avait besoin pour développer que l'UQAM nous a prêté. Donc, vous voyez, comme nos partenaires, les autres universités, Poly peut vous aider avec ça. Donc, on a comme
fait en sorte de diminuer le plus possible nos coûts. Puis, c'est sûr que par la suite, on essaie d'appliquer ça, des concours et tout ça pour pouvoir continuer à être viable. Mais c'est un bon défi de début. Ouais, je pense qu'il y a quand même, on est choyé en tant qu'étudiant entrepreneur parce qu'il y a beaucoup de bourses qui s'offrent à nous. Je pense notamment à Pierre Pellado, c'est la plus grosse bourse, je pense, en tant qu'étudiant entrepreneur. Tu sais, tu peux aller chercher jusqu'à 100 000 Après ça, il y a Force Avenir, qui est assez intéressant aussi. Montréal Inc. Donc, il y a beaucoup de bourses que tu peux aller chercher quand tu es étudiant, surtout. Puis je pense que le focus, c'est sûr qu'il faut que tu mettes de l'argent de toi-même. Ça, c'est inévitable. Parce que ça te permet aussi de montrer, si tu veux aller chercher de l'argent plus tard, que tu as de la skin in the game, que tu crois en ton projet. Si tu n'investis pas dans ton projet puis tu veux juste aller chercher de l'argent à l'extérieur, le monde va faire pourquoi est-ce qu'il n'investit pas son propre argent en partie? Si je ne me trompe pas, là, Alex, là, écoute, c'est sûr qu'il y a le contexte, là, c'est un ratio dette-équité là, qu'on entend classique en finance. Je veux dire, pourquoi quelqu'un mettrait de l'argent dans ton projet si toi, tu n'es pas prêt à en mettre? Mm-hmm. Ça, c'est une équation que les financiers ont beaucoup. Mais le bootstrapping, quand on commence, ça rend aussi un projet efficace. Il n'y a pas de gras. Ouais. Il y a Sarah qui a une question. Oui, pour Caroline, comment tu fais dans le contexte actuel pour continuer d'avancer ton projet? Parce que, mettons, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont en téléréadaptation, fait que c'est quand même vraiment plus dur de les rejoindre. Comment tu penses à atteindre ces gens-là? Oui, c'est un défi en ce moment, mais on a comme eu une chance parce que, dans le fond, pendant l'année, puis l'été passé, on a plus travaillé sur notre modèle d'affaires, puis justement, on a fait plus de rencontres avec ces professionnels-là directement dans leur bureau que de travailler sur notre prototype. Parce qu'il y a comme deux façons de le faire. Tu peux commencer une entreprise soit avec un prototype, mettons, précis que tu as déjà en tête, ou soit avec un modèle d'affaires que là, tu vas pouvoir créer le produit par rapport à ce que tu as trouvé comme marché. Puis nous, ça a donné que cette fois-ci, on a commencé plus par le marché. Fait qu'on avait déjà ces informations-là un peu plus. Et puis, je te dirais que là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pendant la COVID, oui, on a des défis pour essayer de trouver le matériel puis de le ramener chez nous, mais en même temps, ça reste digital, mon entreprise. Donc, on est capable de continuer. Comme par exemple, mes cofondateurs sont en train de continuer nos personnages 3D et tout ça. Donc, ça a été un bon timing en même temps pour nous. Puis, je pense que c'est un peu ça qui nous aide. Mais sinon, je pense qu'on va continuer. Là, comme en ce moment, là, on fait des Zooms avec nos cofondateurs puis nos mentors. On va continuer là-dessus pour les prochaines semaines, je pense. OK, merci. Des questions? C'est le moment d'en profiter. Il nous reste 15 minutes avec nos 3 invités. Oui, j'ai une question pour vous. Je veux savoir, lorsqu'on est dans le domaine d'affaires, il y a parfois cette sécurité qu'il faut prendre. On le sait, il faudrait se mettre des barrières. Quand vous avez des collaborateurs avec qui vous travaillez, je vais dire vos partenaires d'affaires, comment vous faites pour définir bien pour vous protéger? Pour qu'il n'y ait pas, parce qu'on sait toujours que parfois, l'un des gros problèmes dans la réalité, dans le milieu des affaires, même dans la vie courante, c'est l'argent. Ça divise beaucoup de gens. Comment vous faites pour bien vous sécuriser, pour bien définir tous ces paramètres pour qu'il n'y ait pas de malentendus lorsque les grands profits tomberont? Celle-là, je pense que je peux la prendre parce que initialement, quand on a monté notre compagnie, on avait comme une équipe, de fondateurs qui après, comme l'équipe de fondateurs a été splittée. Puis ça a causé quelques petits problèmes parce qu'il fallait rédiger les contrats puis redistribuer les parts d'actions de la compagnie. Mais la problématique initiale, je pense, pour ne pas avoir le genre de problème dont tu parles, c'est dès le début, statuer sur, écrire sur papier, sur les répartitions de chacun, puis qu'est-ce qui se passe en cas de problème. Parce que quand tout va bien, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Je pense que le plus important, c'est dès le début de définir qu'est-ce que vous allez faire quand il y aura des problèmes dans la compagnie, parce qu'il va en arriver des problèmes. C'est ce que je pense que nous, on n'a pas fait par le début, mais nous, on l'a appris à la dure. Okay.
Puis il y a deux trucs. Oui, Ah, vas-y. ben, j'allais juste dire, là, le truc, quand il y a plusieurs fondateurs, là, c'est une convention d'actionnaires. Exactement. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être très long, mais au début, ça peut aider. OK. Puis si aussi, tu sais, admettons, tu as commencé ton projet, puis c'est un partenaire qui va rentrer plus tard, des fois, tu peux t'entendre avec pour statuer, tu sais, admettons, un mois d'essai, voir comment est-ce que ça va avec ce partenaire-là avant de lui donner de l'équité. Puis aussi, si tu es pour y donner de l'équité, il y a souvent quelque chose qui s'appelle un pitfall, ou je ne me rappelle plus du terme exact, mais c'est... Les vested shares. Ouais, c'est que dans le fond, que ton équité, elle va être distribuée sur plusieurs années ou sur une période de temps. Donc, au lieu de donner, mettons, 15% tout de suite, tu te dis, bon, ben si tu travailles puis tu restes avec nous pendant 2 ans, ben à chaque mois, on va te donner une partie de ton action. Comme ça lui permet de vouloir rester puis qu'il ne parte pas justement avec 15% le lendemain, tu sais. Fait que, ça, c'est assez intéressant aussi. On parle souvent dans l'entrepreneuriat, je vais être entrepreneur, je serai libre, je serai autonome, je n'aurai pas de patron et tout ça. Je voulais voir un peu comment vous l'avez vécu de votre côté, la liberté versus les concessions que vous avez dû faire, par exemple. Ouais, je peux y aller là. Initialement, moi, je pense que comme on peut dire qu'on est libre, en même temps, on est prisonnier de notre compagnie. La seule liberté qu'on a, c'est la liberté de prendre des choix puis de contrôler notre temps. La voie d'entrepreneuriat, c'est sûr, c'est vraiment intéressant. Tu décides, en guillemets, de ton emploi du temps, mais il faut toujours avoir en tête que comme tu dois toujours être focalisé sur ta compagnie. Puis ça, c'est, je pense, le plus gros des challenges. Par exemple, moi, j'ai des semaines de 7 jours sur 7. Du lundi au dimanche, on travaille. Donc, parfois, c'est difficile de faire la part des choses. À quel moment, j'arrête de travailler sur ma compagnie et je me repose. À quel moment, je fais d'autres activités. Je pense que il faut vraiment avoir ça en tête lorsqu'on se lance en entrepreneuriat. C'est quoi tes astuces, justement, pour essayer d'avoir cet équilibre-là, pour te dire, ah bon, là, il faut que j'arrête, je vais me prendre un week-end. Généralement, ce que j'essaie de faire, c'est que le dimanche, tout simplement, je déconnecte Slack, je déconnecte service clientèle, puis on ferme le bureau là. Ou sinon, tout ce qu'on fait, on peut faire aussi des rotations parmi les membres de l'équipe. Si, par exemple, si on a des livraisons à faire le week-end, peut-être cette semaine, ça sera moi. La semaine prochaine, ça sera un autre membre de l'équipe. Comme ça nous permet de souffler. Après, pour les solo fondateurs, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Sébastien, d'ailleurs, est-ce que tu veux en parler vu que toi, tu es seul pour l'instant? Oui, surtout là, j'ai fait le stage entrepreneurial. J'ai pas fait le vrai stage, mais c'est ce que j'ai fait l'été passé. Puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné un horaire. Je me suis dit, regarde, je vais faire du 9 à 5. Puis j'essayais de le respecter le plus possible parce que c'est pas sain de justement passer trop de temps à juste faire ta compagnie. Des fois, il faut que tu prennes soin de toi puis que tu prennes du temps pour toi. Donc ça a bien fonctionné, je trouve, l'année passée. J'ai quand même été capable d'être productif. Mais là, en ce temps de COVID, c'est un peu différent. Là. Justement, moi, je m'étais donné un objectif de lancer le produit cette semaine. Donc, depuis comme 3 semaines, je travaille non-stop. Puis, c'est pas nécessairement sain, mais je suis capable de prendre. Puis, je sais qu'une fois que ça va être fait, je vais prendre un peu de temps pour moi. Fait que ça dépend aussi de la résistance, je pense, ou de la capacité de chacun. Là. Il y en a qui peuvent travailler plus longtemps que d'autres, mais c'est quand même important de prendre un petit peu de temps pour soi. Là. De s'écouter quand même. Ouais. Super. Mais je trouve ça intéressant, tu parles de « je me suis fixé un objectif », c'est dans la durée, dans le temps. Donc là, tu sais que ça va durer 3 ou 4 semaines, là, ce que tu es en train de nous dire, mais pas 3 mois, par exemple. Non, c'est ça. Donc, c'est de se mettre des objectifs puis d'essayer de les respecter, là, parce que c'est sûr que si je continue à ce rythme-là pendant 3 mois, je vais être brûlé. Puis un autre truc aussi, ça peut être vraiment de se concentrer à trouver c'est quoi vos priorités. Puis vous allez probablement me parler, on a peut-être qui connaissent ça, les systèmes agiles, puis travailler en sprint, surtout pour des projets. C'est vraiment une méthode de travail, Really OKR aussi, comme Alexandre dit. On a parlé de ça ce matin, justement. Qui nous sauve parce qu'en entrepreneuriat, les opportunités, des fois, tombent du ciel, puis on ne sait plus où mettre les mains à la pâte. Puis, tu sais, comme si on ferait une to-do list normale avec tout ce qu'on devrait faire, ça finirait jamais. Fait que vraiment trouver, c'est quoi notre OKR, le but ultime. Ça va être probablement pas le chemin A que vous avez pensé faire pour atteindre l'objectif. Des fois, ça va être le chemin B.
Puis c'est complètement correct parce qu'il faut qu'on soit vraiment flexible en entrepreneuriat. Mais c'est de connaître vos priorités en ce moment, puis de vous concentrer là-dessus, et non parce que tout le monde peut vous dire, parce que c'est ça peut prendre beaucoup de temps. Puis, mais même à ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que vous allez peut-être le voir, mais les meilleures idées, c'est normal aussi, ça ne nous vient pas quand on est devant l'ordi, là. Ça vient souvent quand on est dans la douche, dans le métro, en train de cuisiner. Puis ça fait partie de la game, mais c'est un bon feeling aussi, comme tu as dit, de pouvoir être créatif et nos propres patrons à la fin de la journée. Pour ajouter par rapport à ce que Caroline dit, je pense qu'il faudrait toujours comme prendre du recul par rapport aux différentes actions qu'on prend. Est-ce que ce que je fais présentement, est-ce que ça a valeur ajoutée pour la compagnie, oui ou non? Est-ce que comme ça rapporte quelque chose? Sinon, pas nécessairement la peine de le faire. Puis c'est mieux de faire une autre action qui aura plus de valeur ajoutée présentement ou dans le futur. Puis pour compléter sur Jalil, justement, juste avec le COVID-19, nous, ça a été quand même assez un objectif assez important parce que avec le panier bleu, dans le fond, il y a eu une grosse annonce comme quoi ils voulaient regrouper tous les commerces québécois sur une map, pouvoir voir les produits, etc. Puis nous, c'est un peu ça qu'on fait. Alors, comme on regroupe, on est capable, avec les informations de la facture, de créer un répertoire de tous les produits, de toutes les entreprises qui peut être navigable. Puis, on a comme pivoté 3 fois durant le COVID, justement, parce qu'au début, on voulait faire un engin de recherche pour les produits, parce que c'est un peu, on voulait faire un partenariat avec Panier Bleu, donc on voulait se focusser là-dessus. Puis là, finalement, on a dit, ben, tu sais, on s'est pas encore cassé les dents. Il n'y a pas encore une entreprise qui nous a pris sous son aile puis qui est prête à installer l'application, disons. Fait que ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va trouver une façon d'aller les chercher. Puis là, on a repivoté, puis on a focusé sur la plateforme d'analytique. Fait que de trouver ce qui fonctionne, puis de vraiment se questionner sur est-ce que c'est la bonne route à prendre, puis comment est-ce que je vais faire pour atteindre ce résultat-là à la fin. Ouais, puis moi, Sébastien, je te confirme que je ne prends plus aucune facture dans mes mains au supermarché. Oui, avec la COVID, je suis pas mal sûr que ça va s'effacer tranquillement. Là. C'est sûr. Ça va bien aller. On va l'espérer. On remarque aussi, c'est dans 2 de vos projets, donc principalement Smart Builds et celui de Jalil et puis Presto, il y a le développement durable qui est présent. Ça, est-ce que c'est une de vos motivations qui vous a... Moi, je le vois beaucoup avec Sébastien, tu m'en as déjà parlé, puis tu en as parlé un peu. Mais avec Jalil, est-ce que le développement durable, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur ou pas forcément, c'est venu en cours de route? En fait, nous, on s'est rendu compte en cours de route que comme faire la livraison, c'est très polluant là, parce que tu as un coursier qui se balade dans différents commerces, puis il le fait en auto, vu que comme il peut pas nécessairement le faire en vélo ou avec un autre moyen, vu que les courses sont relativement lourdes. Donc, on s'est dit que comme qu'est-ce qu'on devrait faire présentement ou dans le futur pour vraiment réduire l'impact de notre compagnie. Puis, c'est quand même un enjeu important parce que toutes les compagnies de livraison, je pense, elles se focalisent pas nécessairement sur cet aspect. Tout le monde veut plus de commandes, livrer plus de produits. Mais je pense que c'est un aspect quand même à mettre en avant pour responsabiliser le consommateur puis responsabiliser aussi les commerçants dans la pratique de notre activité. C'est vraiment venu en cours de temps. Puis maintenant, plus le temps passe, plus on se refocalise dessus et on le met, comment dirais-je, on le met plus comme en avant dans notre compagnie. Moi aussi, c'est sûr que ça a été super important dès le départ. Ça a été, je pense, la raison une des raisons, ou la raison numéro 1 pourquoi je me suis lancé, parce que je trouve ça complètement inimaginable qu'on soit en 2020, on a des voitures qui sont autonomes, on envoie des fusées dans l'espace, puis on imprime encore une facture papier. Comme, ça fait pas de sens au niveau de technologique puis environnemental qu'on prenne des arbres, on les convertisse en factures, on les imprime, puis après ça, on les jette à la poubelle. Puis en plus de ça, ils sont pas recyclables parce qu'ils contiennent des produits chimiques. Donc, c'est juste... Pour moi, ça faisait aucun sens dès le départ, puis on a décidé de garder cette valeur-là au sein de l'entreprise, là, puis en plein cœur de l'entreprise. Super. Sarah, je vois que tu as une main levée. Oui, Sarah, oui. J'ai 2 questions. Est-ce que, parce que là, Caroline, je sais que tu as fait l'orientation entrepreneuriale à Poly.
Puis là, nous, il y en a déjà un dans l'équipe qui a cette orientation-là. Je me demandais, est-ce que tu me conseillerais quand même de la faire ou vu que dans l'entreprise, c'est mieux qu'il y ait comme des complémentarités. Est-ce que je serais mieux de faire plutôt une spécialisation? C'est quoi que tu en penses? Ben c'est ça. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, moi, j'ai l'orientation personnalisée. OK. Parce que j'ai juste fait le cours de montage d'entreprise technologique. C'est quand même 6 crédits là, sur les 12 qui nous demandent en biomédical. Puis, en fait, tu vois, moi, j'ai choisi de faire... j'étais dans Polymonde cette année. Puis Polymonde, en fait, c'est un comité, mais on a aussi des cours. Puis ce cours-là, c'était plus sur la mondialisation, l'impact sur la société. Puis j'ai été aussi, dans le fond, dirigeante, là, une des dirigeantes du comité. Fait que j'ai décidé de faire ça, puis un peu comme tu as dit, pour essayer d'autres choses. Le comité, c'était comme on est quoi, 23 personnes cette année. Fait que c'était aussi d'apprendre à diriger une équipe, que je pense que j'ai vraiment beaucoup appris avec ça. Fait que essaie de penser, c'est quoi ton rôle dans l'entreprise en ce moment, puis qu'est-ce que tu peux soit comme approfondir dans tes forces ou s'il y a d'autres choses que tu peux, que comme tu as dit, tu pourrais complémenter à l'entreprise. Donc, je te dirais, c'est vraiment, ça dépend de quel rôle tu veux jouer dans ton entreprise, en fait. OK, parfait. Puis le cours de montage, il était pour toi quand même important? Oui, ça a vraiment été génial. Dans le fond, si je peux vous dire un peu comment ça se passe, c'est comme un cours dans lequel on a quelques cours théoriques là, pour apprendre comment on doit penser notre entreprise. Puis après ça, on fait 3 présentations orales dans le fond, qui sont vraiment des pitchs qu'on fait soit pour entrer dans des parcours d'entrepreneurs, soit pour aller chercher de l'investissement. En plus, c'est une bonne pratique même de pitcher en classe. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est un peu comme vous êtes tous là en ce moment, vous êtes une cohorte, puis nous, on était une cohorte, on s'est comme connus entre entrepreneurs. Puis ça permet aussi de donner du feedback, chacun d'entre nous, puis d'apprendre des erreurs des autres. Fait encore une fois, c'est quelque chose qui a été très bénéfique pour moi, oui. Je vois qu'on est arrivé à 4h15. On pourrait peut-être accepter juste une dernière question, mais je ne veux pas non plus trop prendre le temps de nos 3 invités. Oui, j'allais une question pour toi. Ah, oui. Ok. Bon, Georges et après Jeanne. Oui, je veux savoir, tu as un bac en génie mécanique, tu as mis sur pied et ta compagnie. Je veux savoir, là, c'est plus une entreprise, c'est plus dans le domaine conventionnel, c'est moins technologique, c'est ça ou bien? En fait, il s'agit plus d'une entreprise technologique. Nous, on est entièrement une entreprise tech. Mais je sais que ça étonne toujours tout le monde de savoir qu'une personne en génie mécanique commence à développer du logiciel. L'affaire, c'est que comme les compétences, on peut les apprendre sur le tas. Donc, moi, tout ce que je fais, c'est que j'ai commencé à prendre des cours en ligne pour pouvoir développer le premier produit pour pouvoir tester quelque chose. Puis, c'est pas mal ça, là. C'est pas mal ça. Ok, super. Ça répond à ta question. Oui, c'est bon. Ok. Et Jeanne, tu avais une question? Je me demandais juste comment vous faites comme pour vous garder comme inspiré, genre comment vous alimentez votre créativité pour avoir des idées toujours. Pour se garder motivé, je pense que c'est d'être passionné par la problématique. Là. Ça, je le répète souvent, là, c'est la raison numéro 1 qui va te pousser à continuer, c'est si tu es passionné par la problématique. Moi, la facture de papier, ça sonne complètement comme random, là, mais je suis passionné par le problème de la facture papier et non par la solution. Parce que si tu es passionné par la solution, tu vas perdre le cap à un moment donné, puis tu vas juste te focusser sur mon produit. Puis peut-être que la problématique, elle va changer, puis toi, tu vas être concentré sur la solution que tu avais développée. Fait que de rester motivé par la problématique, c'est pour moi la raison numéro 1 qui me continue à me pousser à tous les jours puis à me dire « Hey, vas-y, lâche pas, tu sais. » Jalil, Caroline, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que ça résume pas mal tout. C'est vraiment, il faut avoir faim, puis il faut vraiment être intéressé par ce que tu fais, parce que comme c'est dur sur le long terme, si t'es pas assez passionné, tu vas juste pas pouvoir continuer à le faire sur le long terme. C'est vraiment ça le plus important, je pense.
Parfois, j'imagine, vous avez quand même des petits downs. Si on se dit quand même, Ouais. la vérité, ça peut arriver. Ouais, c'est sûr. Et tout ça. C'est sûr. Qu'est-ce qui vous aide justement à remonter la pente et puis à revenir back on trail? Moi, je vais encore dire le fait d'être en équipe, ça aide beaucoup parce que quand un est down, l'autre est motivé puis te relève. Mais quand tu es seul, ça doit être ça va être plus difficile, je pense. Mais nous, vraiment, de notre bord, moi, c'est vraiment le fait de travailler en équipe parce que je travaille avec mes frères, donc ça m'aide vraiment à tenir sur la longueur. Mhm. Puis même si vous n'avez pas nécessairement d'équipe en ce moment, un bon truc, ça peut être de faire des petites rencontres, peut-être avec d'autres entrepreneurs. Donc, tu sais, même dans la cohorte, là, vous êtes quand même beaucoup. Si vous êtes capable de vous faire de tisser des liens, là, peut-être avec 2, 3, 4, 5 personnes autour de vous, des fois, juste de parler, même si l'entreprise va pas bien pour telle raison, puis c'est la pire journée de ma vie, mais quand on parle avec d'autres entrepreneurs, puis on se rend compte qu'ils vivent la même chose, des fois, on se donne des trucs, puis comme, même si c'est pas tes cofondateurs, c'est sûr que tout le monde sera pas down en même temps. Fait que c'est de trouver des stratégies comme ça pour toujours te relever. Mais ça, c'est un bon truc, là, d'essayer de vous faire des groupes vraiment de gens qui vivent la même situation que vous aussi. Puis parce qu'on va pas se le cacher, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est glamour, mais en arrière, tu sais, tu vas faire 10 échecs pour une réussite. Là. C'est 10 pas en avant, 10 pas en arrière, un pas en avant. Puis aussi de voir que tes amis, admettons, entrepreneurs réussissent. Moi, voir Caro qui gagne la bourse, moi, ça me motive. Je suis genre, yes, good, c'est fun, genre de voir d'autres entreprises, puis d'autres personnes, puis de voir un peu leur progrès. Ça te pousse un peu à dire, hey, où est-ce que je suis en ce moment? Est-ce que je suis capable d'aller rejoindre ce premier palier-là, après ça, le prochain palier, puis d'itérer comme ça? Moi, je trouve ta compagnie je veux dire, ton ensemble d'entrepreneurs, là, ton groupe d'entrepreneurs ou d'amis entrepreneurs, c'est eux qui ont les mêmes problèmes, c'est eux qui ont des fois des solutions qui sont capables de t'aider puis qui vont quand même te motiver dans tes moments down. C'est choisir des gens qui ont de la drive, dans le fond. Vas-y, Caroline. Choisissez des gens qui ont de la drive pour vous entourer parce que dans le fond, votre mindset va se synchroniser, je peux dire, sur les gens que tu vas rencontrer le plus souvent. Fait qu'essaie d'entourer les gens qui ont de la drive parce que dans le fond, c'est ça qui va te booster. Puis ça, c'est un de mes critères, là, numéro 1 aussi. Si vous voulez des cofondateurs, trouvez pas des employés. Là. Ça va vous prendre des gens qui, le matin, par eux-mêmes, vont trouver des idées, par eux-mêmes vont faire des choses. C'est pas des employés que tu vas leur dire à tous les jours quoi faire. Là. C'est des gens qui vont embarquer à 100%, 200% avec toi. Puis c'est mon critère numéro 1 si vous devez choisir des cofondateurs. Il faut que ça vienne de l'intérieur. C'est super, merci à tous. Je suis vraiment contente qu'on finisse la dernière question par rapport à la motivation, puis par rapport au fait de s'entraider, d'avoir un sentiment de cohorte, un sentiment de groupe, de communauté. C'est super important. Puis même les autres entrepreneurs, tout à l'heure, ils le disaient, ils se parlent, ils vont aller voir leurs amis entrepreneurs qui se sont faits lors d'un autre parcours, puis ils vont leur demander « vous pouvez tester notre idée, nous donner du feedback, des contacts ». Donc, le fait de parler avec eux, puis d'utiliser ce réseau-là, je trouve que c'est vraiment important. Donc, essayez de tisser des liens. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir des activités intéressantes pour vous. Mais voilà, essayez de tisser des liens entre vous, puis de vous motiver entre vous aussi. Là. C'est super important. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jalil, Caroline et Sébastien. C'était super comme moment. J'espère que vous avez apprécié. Bravo, bravo. Si je peux ajouter, n'hésitez pas à venir nous poser, en tout cas, personnellement pour moi, n'hésitez pas à venir poser d'autres questions si vous en avez. Là, on est ouvert, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre.